Notre invité est déjà de l'autre côté du bout du téléphone, pardon, c'est Fabrice Olinga. C'est un lion indomptable ou alors ancien lion indomptable. Il nous le dira de lui-même. Fabrice, bonsoir et bienvenue dans le 11 entrant. Bonsoir, bonsoir à vous. Comment te portes-tu ce soir, Fabrice? Non, ça va, grâce à Dieu, ça va. Il y a de la santé. Pour moi, c'est le plus important. Merci à toi, hein. On sait que généralement à pareille heure, les footballeurs se reposent. Mais tu as quand même accepté de nous accorder un peu de ton temps pour échanger ce soir dans le cadre de l'émission Le 11 entrant. Ici, c'est l'émission qui dit tout haut. Ce que le monde du football pense tout bas, on dit tout, sans embâche, sans amalgame et sans langue de bois. Et on espère que ce soir, tu vas te lâcher à fond. Ah, tous les gars, je pense qu'on a un but commun, hein. C'est dire des choses qu'il y a à dire. Voilà. Alors, Fabrice, première question pour cet échange avec toi. C'est quoi ton actualité aujourd'hui? On sait toujours du côté de Botosani, mais c'est quoi l'actualité de Fabrice Olinga ces derniers temps? Bon, en quelque sorte, moi, mon actualité, c'est... Bah, j'ai signé en Roumanie il y a 6 mois. Ouais. Actuellement, j'ai eu un problème, c'est plus un problème administratif qu'autre chose, en fait, qui m'empêche de pouvoir jouer. Donc là, les 3 derniers mois, j'ai pas joué du tout. Donc voilà, c'est vraiment un problème administratif que le club a eu, qui me permet pas de jouer. Mais j'espère que tout va être résolu parce que j'avais signé un contrat de 2 ans. Ouais. Ouais, C'est vraiment ça. alors, on sait que ton contrat, il court jusqu'à la fin de cette saison avec Botosani du côté de la Roumanie. Et effectivement, comme que tu l'as dit, tu n'as plus joué depuis 3 mois. On l'a bien vérifié sur les différents moteurs de recherche. Mais comment est-ce que ça se passe actuellement avec le club et est-ce qu'on peut en savoir davantage sur le problème qui te pose, que tu travailles actuellement avec Botosani? Le club a fait des erreurs. Le club a fait des erreurs quand ils m'ont fait signer. Et au niveau de l'administration, à un moment donné, ça a bloqué parce que quand moi je reviens en France, je suis un peu restreint sur le territoire roumain. Du coup, je me retrouve dans une situation où je ne peux pas être sur le territoire parce qu'ils n'ont pas fait tout ce qui était administratif correctement. Hum. Et voilà, légalement, je n'avais pas le droit d'être sur le territoire plus de temps possible. Bon, là, je ne peux pas être en Roumanie en ce moment. Alors, si on comprend bien, au moment où l'on parle actuellement, Fabrice Olinga n'est pas en Roumanie. Non, je suis pas en Roumanie. Je suis pas en Roumanie depuis le mois de décembre. J'ai un contrat en plus qui tire jusqu'en 2026. OK? Et c'est ça le souci parce que je peux pas rentrer, je peux pas, j'ai pas accès au club. Hum. Non, c'est ça la vérité qu'actuellement je peux pas être en Roumanie. Alors, tu n'es pas en Roumanie, ça on l'a compris, et depuis 3 mois, tu joues pas au football avec ton club, avec qui tu es sous contrat. Mais comment est-ce qu'on vit quand on est footballeur et qu'on n'est pas un club et qu'on peut même pas s'entraîner dans son équipe et qu'on est à des milliers de kilomètres de son équipe? Est-ce que Fabrice Olinga est encore footballeur aujourd'hui, disons-le comme ça? Bien sûr, moi je pense que le rêve on peut pas l'enlever. Moi, Ouais. quand je verrai que je pourrai plus, je verrai tous ceux-là qui m'ont toujours soutenu et je dirai écoutez là jusque là moi je m'arrête. Mais c'est pas encore le cas. Hum. Surtout que c'est une erreur administrative vraiment du club, hein. Après, chacun prend ses responsabilités. Moi, ma responsabilité était de signer parce que je voulais me relancer déjà. Dans les années antérieures, j'avais déjà eu un problème au niveau de la FIFA parce que j'avais décidé de jouer au football que de suivre l'argent. Ouais. Au final, le football ne m'a pas donné ce que j'espérais. Ouais. Et l'argent est passé, du coup, ce sont des choix que je fais, mais que je l'assume. Par contre, là, sur le coup de la Roumanie, c'est un problème qu'ils ont mal géré. Et au final, j'espère qu'on va le résoudre. Sinon, il y a toujours un moyen de résoudre ce genre de problème dans tous les cas. Nous aussi, on l'espère, hein, on te souhaite de toute façon le meilleur, Fabrice. Mais comment est-ce que tu te maintiens en forme actuellement? Tu t'entraînes avec un club là où tu es ou alors ça se fait en individuel à la maison? Non, moi, j'ai mon préparateur physique, j'ai mon domicile en Belgique. Du coup, OK. j'ai pas trop de problèmes pour me maintenir en forme. Mais c'est vrai que loin du quotidien, c'est différent. Ça va jamais être pareil. Je pense qu'un joueur veut toujours être en club. Il veut toujours jouer.
Quand tu te retrouves dans une situation où c'est un peu comme si tu es blessé, c'est difficile. Ouais. Mais moi, je prends les choses telles qu'elles viennent parce que moi, je remets toujours tout entre les mains de Dieu. Je me dis, bah, s'il y a ce problème, il y a quelqu'un qui n'a pas voulu faire son job Mm. et aujourd'hui qui m'empêche de ne pas faire mon job. Quand je fais quoi? Il faut que je continue à garder la tête froide, que je continue à travailler, quoi. Alors, Fabrice, en fait, tu as signé ton premier contrat professionnel en 2012. C'était avec Malaga. Et par la suite, il y a eu beaucoup d'autres clubs qui sont enchaînés. Il y a eu Zulte Waregem, il y a eu Moustron, il y a eu Rio Ave, avant de chuter de côté de Botossani. Mais dans ton parcours, on retient beaucoup plus de matchs avec le club de Moustron du côté de la Belgique. C'est 127 matchs disputés entre 2015 et 2021. Quelle appréciation tu fais personnellement de ta carrière en club aujourd'hui? Est-ce que ce qu'on voyait de Fabrice Olinga, le jeune Camerounais très fort en 2007 à la Fond des Sports, est-ce qu'il est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on se dit quand on regarde un peu cet écart qui est un peu, cet extrême qui est entre les deux Fabrice Olinga? Ouais, écoutez, moi, je pense que ma carrière, elle a bien commencé. J'avais le contrôle sur ma carrière jusqu'à ce que bah, le monde un peu me découvre. Et Ouais. vous savez, quand le monde vous découvre, il y a des choses que vous pouvez plus contrôler. Mm. Et ça, c'était vraiment autour de moi. Ok. Mm. Sinon, moi, ma passion pour le football n'avait jamais changé. Juste que derrière moi, bah, il y avait une équipe qui était censée faire les choses correctement. Mm. À 16 ans, 17 ans, vous contrôlez pas tout ce qui est extra-football. Mm. J'ai eu la malchance, on va lui dire comme ça, de ne pas avoir des parents suffisamment proches de moi au moment de prendre certaines décisions. Ça, c'est un peu l'inconvénient que nous, les jeunes Africains, nous avons. Mm. Quand il s'agit de prendre des décisions, la plupart du temps, les parents sont mis à l'écart. Ouais. Et au final, des décisions qui ont été prises, moi, j'étais pas au courant. Au final, ça m'a fait sauter les étapes. Parce que moi, je voulais une progression. Moi, je voulais aller étape par étape. Du coup, je me suis retrouvé en train de signer dans un club où je voulais pas. Et quand ça commence comme ça, vous n'avez plus de contrôle et tout se gâte. Alors, Fabrice, avançons un peu dans cet échange et parlons de toute autre chose. Si je vous dis 14 octobre 2012, qu'est-ce que ça vous rappelle? À mon début en sélection, Ouais, on se souvient ce jour-là et ce match avec face mon au Cap-Vert. début, Premier match, première mon début sélection en et premier sélection, but. mon début en sélection, Ouais. j'ai eu la chance d'avoir un entraîneur qui a cru en moi, Mm. qui m'a donné la possibilité de jouer. C'est dommage parce qu'après, il n'a pas continué parce que je pense que s'il restait coach à cette période-là, j'aurais eu le temps de mieux m'exprimer en sélection Mm. que par la suite, quoi. Ouais, il y a donc ce but face au Cap-Vert lors de ta première sélection. Sauf que par la suite, les Lions ne se qualifient malheureusement pas pour la CAN qui vient juste après du côté d'Afrique du Sud. Et c'était une grosse déception pour vous. Bien sûr, bien sûr. Surtout que moi, je suis arrivé à cette période-là où tous les joueurs revenaient, il y avait des problèmes en sélection. Mm. Ils venaient de perdre à l'extérieur contre le Cap-Vert. Il fallait faire quasiment une mission impossible. Mm. Mais il y avait des joueurs avec beaucoup de qualité. Mais au final, pour moi, c'était une expérience que je voulais vivre parce que moi, j'avais toujours rêvé de jouer pour mon pays. Mm. Et je me rappelle que j'avais demandé à aller en sélection, Mm. juste pour découvrir, parce que j'avais aussi la possibilité d'être avec les jeunes espagnols. Ouais. Mais moi, mon rêve avait toujours été de défendre le pays. Mm. Alors par la suite, ça s'est pas véritablement très bien enchaîné. Il y a, je crois, 17 sélections pour vous. Est-ce que c'est ce que vous aviez vraiment espéré en termes de carrière en équipe nationale du Cameroun, ne faire que 17 sélections? Et est-ce qu'aujourd'hui la page, Lion des pas pour vous est tournée définitivement? Bah, il y a quelques temps, il y a les gens qui l'ont tourné déjà pour moi sur Internet. Mais honnêtement, je pense que j'ai encore beaucoup à faire, j'ai encore beaucoup à montrer, à prouver. Mm. Je pense que mon étape en Belgique m'a montré de quoi j'étais réellement capable parce que j'ai eu une continuité, ça se passait super bien. Et au final, ce n'est pas ce que j'espérais. Mm. Et j'espérais avoir une certaine régularité au niveau de la sélection parce que j'étais bien, Ouais. mais après, il y a des étiquettes qui me sont collées et après, il y a eu des problèmes. Vous savez, à la sélection, quand vous êtes plus ou moins dans un camp, on vous catalogue. Et moi, j'ai eu beaucoup de problèmes en sélection à cause
de l'étiquette que j'avais un peu. Hmm. Alors, vous parlez des problèmes de sélection, des problèmes en sélection, pardon. Et aujourd'hui, voilà, il n'a échappé à personne qu'il y en a de plus en plus. Quel est votre regard sur la gestion de l'équipe nationale du Cameroun aujourd'hui? D'abord, la gestion, par ceux qui dirigent. Honnêtement, moi j'étais très très content quand j'ai vu que finalement il y avait cet enthousiasme, cet engouement là autour du président pour que vraiment qu'il soit élu. Au final, ça s'est fait. Il y a eu beaucoup d'attentes. Mais moi, vu comment les choses se passent actuellement, du côté extérieur, hein, parce que moi, je reste en activité, mais de mon point de vue externe, c'est vraiment que les choses se passent très très mal. Et l'équipe nationale du Cameroun mérite mieux. Mérite mieux en termes de gestion même des joueurs, en fait. On sait surtout que vous avez une relation très proche depuis toujours avec le président de la fédération. Je crois que c'est lui d'ailleurs qui est à l'origine de votre départ du Cameroun à travers la Fond des Sports. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec votre père, disons-le comme ça? Franchement, les rapports aujourd'hui mon rapport aujourd'hui avec le président, elles sont très très limitées. Elles sont limitées parce que au final, je me retrouve plus ou moins au milieu de quelque chose qui ne me concerne pas. Mais j'assume catégoriquement que moi, j'ai pas un problème avec lui. Et le fait d'avoir eu aussi l'étiquette de son fils m'a causé beaucoup de tort. Hein. Ça m'a causé beaucoup de tort au sein de Lyon. Il y a des participations que j'aurais pu avoir à un moment donné parce que les choses se passaient bien pour moi, mais je les ai pas eues parce qu'on disait oui, c'est son fils, donc voilà. C'est un peu l'étiquette que j'ai toujours eue et qui m'a pas beaucoup aidé. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous vous êtes retrouvé au milieu de quelque chose qui vous concerne pas. Est-ce qu'on peut en savoir davantage, Fabrice, ce soir? Moi, j'ai une très 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 forte relation avec André. Je pense que tout le monde le sait. André Onana? Et moi, oui, André Onana. Okay. Je pense que je suis peut-être l'une des rares personnes avec qui il est en constante communication. Moi, j'ai été très touché de tout ce qu'il a pu traverser en Coupe du Monde. Parce que il y a personne qui mérite ça, surtout pour quelqu'un de son niveau-là, se trouver dans un problème qu'il a suppris. Et au final, tout le monde est porté dans le problème, quoi. Vous qui êtes donc proche de lui, comme vous le dites, vous nous l'apprenez d'ailleurs en ce moment. Est-ce que vous en savez davantage? Ou alors, qu'est-ce que vous savez exactement sur ce qui s'est passé du côté du Qatar à la Coupe du Monde entre André Onana et l'équipe du Cameroun? Moi, au Qatar. Moi, je suis au Qatar. Pour moi, moi, je me fie toujours à ce que André me dit. André, il m'a expliqué plus ou moins ce qui s'était passé. Je pense que les concernés, ils savent très bien ce qui s'est passé. Moi, j'étais pas au Qatar. Et c'est pas à moi de déballer les histoires du Qatar puisque je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'était pas une bonne chose pour lui, pour le joueur. Ça l'a pas aidé. Ça, on l'a compris, et je pense que des Camerounais aussi l'ont certainement compris. Mais après, pour vous qui êtes encore proche de lui, comment est-ce que vous avez trouvé la gestion donc de ce qu'André Onana jusqu'ici aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que les choses auraient pu se passer différemment? Ou alors on a essayé de racoler un peu et de faire ce qu'on pouvait faire? Non, je pense que le problème qu'André Onana a, c'est qu'il est gardien de but. Et je pense que si André était attaquant, il n'allait pas avoir les problèmes qu'il a. Je pense qu'aujourd'hui, le Cameroun devrait être content d'avoir une star dans son équipe parce que la réalité, elle est là. Et il faudrait dire les choses telles qu'elles sont. André, il n'a plus besoin de réclamer quoi que ce soit. C'est pas André de parler. André, si on parle d'actualité, André, l'actualité du football camerounais. Je pense que rien que pour ça, il faudrait faire les choses différemment parce que ça a toujours été le cas en sélection. Il y a des joueurs qui ont eu des privilèges à un moment donné parce qu'ils méritaient les privilèges-là. Et je pense que au niveau de sa venue en sélection,
tout ce qui s'est passé avant qu'il n'arrive en sélection, les choses auraient dû être différentes. On aurait au niveau de la communication, gérer les choses d'une manière différente. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, un problème interne est passé international. Parce que c'est André Onana qui rend ce problème international. C'est parce qu'il s'agit de lui. Mais si c'était un joueur d'un niveau moyen, personne n'allait parler de ça. Alors, peut-être dernière question pour moi, avant de passer la parole aux experts ici en plateau avec moi. Restons sur André. C'est vrai que c'était pas prévu de parler de lui, sincèrement, mais tu nous as tendu la perche et donc on la tient. L'occasion faisant le larron, on va en parler. Il est arrivé à la CAN tout récemment. Il est arrivé, je crois, le jour du match quasiment face à l'équipe de la Guinée. Et pour toi qui es proche de lui, on sait tous qu'il a joué un seul match dans cette CAN. Est-ce qu'il est rentré content et comment est-ce que la décision de venir à la CAN s'est prise à son niveau? Je pense que André, il aime énormément le Cameroun. Il aime beaucoup la sélection. Je pense que moi, dans sa manière de parler, de ce qu'il veut et comment il voit les choses, je pense que toutes les personnes qui géraient le dossier André étaient au courant de ce qui devait se passer à l'avance. Okay. Rien n'est arrivé, il y avait rien d'imprévu. Mais je pense juste que, à un moment donné, les personnes qui géraient cette affaire auraient dû faire les choses correctement. Parce que, en exposant le joueur, vous exposez les problèmes de la sélection et c'est dommage qu'on soit arrivé à cela. Ok, il y a une question de notre expert Yvan Kamoa qui va la poser tout de suite. Alors, salut Fabrice. Alors, toujours parlant de la gestion de la situation André Onana en équipe nationale, déjà moi j'aimerais revenir un peu sur on sait que vous deux vous êtes tous des produits de la Fine des Sports. Aujourd'hui, c'est une académie qui n'existe plus. Tu as dit tout à l'heure que tes rapports avec l'actuel président de la fédération étaient très refroidis, vous étiez plus très proche par rapport à une certaine époque. C'est le cas de beaucoup de jeunes qui sont passés par la Fine des Sports. Aujourd'hui, est-ce que tu estimes que la manière dont l'affaire André Onana ou alors André Onana est traité en sélection nationale, il y a quelque part une volonté de la part du président de la fédération de régler un quelconque compte avec André? Honnêtement, il y a un dicton au Cameroun, je pense qu'on le dit tout le temps, on peut pas cacher la lumière. Et si c'était son souhait, je pense que c'est difficile parce que aujourd'hui, André, il est au niveau où il est, il n'a pas besoin, comme je disais avant, il n'a pas besoin de réclamer ou de se mettre en avant. Maintenant, concernant peut-être le problème qu'il y a eu, parce qu'au final, vous savez, vous êtes des experts dans votre domaine, vous savez très bien qu'il doit y avoir quelque chose. Mais la rancune, il y a que les deux qui savent réellement ce qui se passe entre eux. Parce que moi, j'ai ma relation avec André, et André, il m'a jamais réellement dit ce qui s'est passé. Est-ce que tu as donc l'impression que en sélection nationale, tu l'as dit tout à l'heure, sa venue tardive lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations était su, et ça je peux le confirmer, par toutes les parties prenantes dans cette affaire, y compris les membres de la fédération, mais on a laissé prospérer un peu sur la toile cette posture selon laquelle André nargue un peu la sélection. Est-ce que tu as l'impression, justement, partant de tous ces éléments-là, que c'est vrai, tu n'as pas voulu répondre à la question du règlement de compte, mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a à chaque fois, depuis ce qui s'est passé au Qatar, une volonté de vouloir jeter André en pâture sur la toile, à chaque fois qu'il y a une situation en sélection, par ceux aujourd'hui qui ont la gestion de la fédération de l'équipe nationale? Bien sûr. Je pense que si moi je réponds pas à cette question, une autre personne va le faire. Peut-être une volonté de vouloir le nuire, je sais pas, mais une mauvaise gestion autour de lui, oui. Ouais, voilà, on va poursuivre avec une nouvelle question cette fois-ci de notre autre expert, Billy Otto. Salut. Oui, est-ce que quand tu as inscrit ton premier but à 16 ans, tu évoluais à Malaga, est-ce que quand tu regardes la saison que tu fais aujourd'hui,
les clubs par lesquels tu es passé et l'espoir qu'il y avait en toi, tu es satisfait de la saison que tu es en train de faire? Est-ce que Non, tu es satisfait de ton non, parcours? honnêtement, si je te dis que je suis satisfait, je serai en train de te mentir. Si je te dis que je suis satisfait de la carrière que j'ai, je serai en train de te mentir, mais j'ai une vision aussi différente des choses parce que il y a pire. Il y a pire pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses qui ne sont pas, qui ne se disent pas. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai pas beaucoup parlé sur ma carrière parce il y a trop d'étapes de ma carrière où j'ai pas contrôlé les choses. Après, sur le terrain, c'est autre chose. Mais en dehors du terrain, vous savez très bien il y a un travail qui est fait en dehors du terrain, il y a une gestion qui est faite en dehors du terrain. Et, bah, il y a une mauvaise gestion qui a été faite dans les choix de mes équipes parce que euh, je n'étais pas celui-là qui choisissait dans quel club il devait jouer. Oui, ben, lorsque je parle de toi, après, je regarde aussi côté de tes coéquipiers qui sont passés par la Fundes, parce qu'en dehors d'André, qui aujourd'hui évolue à Manchester United, avec qui tu as de très bons rapports, on se rend compte que par la suite, c'est vraiment compliqué. Maki Banyak, Fabrice, tous les autres, c'est compliqué. Ben, toi, tu expliques cela comment que près de 19-20 joueurs qui sont passés par une académie, des gens en qui on avait un réel espoir. Certains sont passés par la Masia, par Barcelone, Engen et autres. Mais on se rend compte qu'il y en a qu'un seul, un seul qui, euh, qui évolue dans un club top et qu'après le reste, Compliqué. c'est vraiment compliqué. Comment tu peux expliquer cela? Pour moi, je pense que la plupart des joueurs qui sont passés par la fondation, ils ont eu l'opportunité, hein. Je pense qu'il y a 2, 3 jours, je suis tombé sur une publication où on parlait un peu des joueurs de la fondation. Exactement. Je pense qu'on a, je pense qu'on a eu la chance, on a eu l'opportunité de découvrir des centres de formation en Europe. À partir de là, chacun a décidé de faire sa route et chacun a pris de mauvaises décisions. Et d'autres n'ont pas eu le choix. Ils n'ont pas eu le choix parce qu'ils n'ont pas su être accompagnés. Au moment quand vous faites un travail, soit vous allez au bout, soit vous ne le faites pas. Et je pense que même les enfants de la fondation, il y a eu une très très mauvaise gérance parce que 17 enfants bah, mais le fait, ce n'est pas de réussir parce que la réussite d'André ne doit pas être l'échec des autres. Moi, particulièrement, je parle de mon cas, moi, je m'attends, tout ce que j'ai voulu dans ma vie, je l'ai eu. Ça veut dire que moi, j'espérais jouer en sélection, je l'ai eu. Je voulais jouer dans un club européen, je l'ai eu. Je voulais signer un contrat en Europe, je l'ai eu. Maintenant, les choses vont crescendo. À un moment donné, je te dis, OK, j'ai eu ça, je vais aller plus loin. Mais moi, quand j'étais petit, ce que je voulais, je l'ai eu. Et pour les autres, je pense que bah, ils ont été mal accompagnés. Ils ont, à un moment, quand les choses se passent un peu bien, on se croit un peu plus grand. Mais au final, je pense que chacun sait pourquoi il n'a pas réussi. Et chacun définit sa réussite pour moi. Oui, mais qu'est-ce que tu réponds à ceux qui estiment que les footballeurs africains, ils ne rêvent plus grand lorsqu'ils arrivent en Europe? Bon, on les associe aussi aux Sud-Américains. Lorsqu'ils arrivent en Europe, parce que d'aucuns estiment que c'est une sorte d'apogée pour eux. Lorsqu'ils arrivent, ils ne rêvent plus grand. Ils font des sorties de piste. Et après un moment, ça a un impact sur leur carrière parce que quand tu arrives, on a des espoirs. Et tu t'es dit, tu es en Europe, tu gagnes un gros salaire, tu arrives en Afrique, voilà. Après, lorsque tu rentres en club, tu n'es plus assez concentré, tu fais les sorties des pistes comme je disais tout à l'heure, et puis cela a un impact sur ta carrière. Qu'est-ce que tu reprends à ceux-là qui estiment que vous-même, vous êtes responsable de ce qui vous arrive parfois? Non, mais je suis d'accord avec eux, parce qu'au final, c'est trop facile d'accuser des gens, hein, pour moi. Je pense que chacun devrait prendre ses responsabilités à un moment donné, pour ceux qui doivent le faire, parce qu'il y a beaucoup de joueurs africains qui n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce ils sont contrôlés. Le football, en tout cas, moi, je parle de mon expérience. Moi, j'ai été téléguidé et moi, on m'a fait signer dans un club. Je ne savais pas que je signais. Je me suis retrouvé dans un club alors que je ne voulais pas. Et il n'y a pas que moi dans cette situation-là. Et moi, je ne suis pas le typique joueur qui est dehors. Mais la plupart des joueurs africains ont la faculté là et ça ne nous aide pas beaucoup parce que nous, contrairement aux autres, on est plus contrôlés. Il y a plus un regard sur nous. Ça veut dire que chaque détail compte.
Alors, lorsque tu parles de on m'a fait signer, pour ton cas personnel, ça renvoie à qui exactement? Non, ça a rapport à mon agent. J'avais signé, j'étais sous contrat avec Pini Zahavi, un Israélien. Oui, connais. C'est l'agent de Neymar en question, Lewandowski. Ouais, ouais. C'est Ouais. lui qui ramène Neymar au PSG. Mmh. Bon, en gros, quand moi je signe avec lui, euh, je signe avec lui après mon but à Malaga. Mmh. Juste après mon but à Malaga, je le découvre et c'était vraiment dans la gestion de ma carrière. Donc, en fait, il y avait des pas à suivre. Ça veut dire qu'après Malaga, je devais juste signer à Chelsea. Mais au final, il demande trop d'argent parce que moi, je voulais pas, je voulais rester à Malaga. Mmh. Mais lui, il s'arrange avec le directeur sportif et ils me font signer à Chypre sans que je ne sois au courant. Mmh. Donc, au final, quand je sors de Malaga, pour moi aussi, c'est un choc parce que je me retrouve dans un pays que je connaissais pas. Et voilà, je voyais pas les choses comme ça pour moi. Alors, quelques dernières questions pour sortir définitivement de cet échange avec toi, Fabrice. Qu'est-ce qu'il faut selon toi pour l'équipe du Cameroun pour qu'elle retrouve toute sa grandeur, comme on dit actuellement chez nous au Cameroun, ici? Pour moi, honnêtement, je pense que les joueurs, j'ai regardé un peu dans les sélections, je trouve que ce serait bien d'avoir des joueurs, pas des figurants. Mmh. Ce serait bien d'avoir des joueurs. Quand vous faites des sélections, ramenez des joueurs. Ça veut dire que je suis pas bon, on ramène un autre joueur. Mmh. Je vais prendre l'exemple un peu des joueurs locaux. Je pense qu'il y a beaucoup de talent au Cameroun. Et je pense que si moi je le dis, d'autres personnes vont le dire. Mais quand vous ramenez des joueurs, donnez-leur l'opportunité de se montrer. Parce que s'ils sont là, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Mmh. Donnez la chance à tout le monde de montrer ce qu'il vaut. Parce que sinon, on n'est que des figurants. On ne devrait pas aller dans une compétition et être content d'être assis sur le banc. Ça n'aide personne, ça n'aide pas le coach, ça n'aide pas le pays, ça n'aide personne. Et aujourd'hui, on a un peu le problème là où on cherche des excuses, on accuse les autres. Mais aujourd'hui, la vérité, c'est que le Cameroun n'a pas de bons joueurs. Les Lions éliminés de la CAN en huitième de finale par le Nigeria. Catastrophe pour vous. Comment est-ce que vous avez apprécié cette CAN du Cameroun? Bah, écoutez, le Cameroun a toujours su faire les choses, hein. Le Cameroun s'est toujours battu, mais on a toujours vu, plus que du Hemley, on a vu du jeu, on a vu de la passion. Mais là, honnêtement, le match contre le Nigeria, par exemple, on aurait joué pendant 3 semaines, là, on n'allait jamais marquer un but, hein. Mmh. Donc, je pense que les gens qui gèrent les propres joueurs, ils savent très bien ce qu'ils doivent faire aujourd'hui pour se remettre sur le bon chemin. Je pense que le Cameroun mérite mieux que ça. Les Lions vont d'entraîneur dans quelques jours. Rigobert Song s'en va. Qu'est-ce que tu retiens de lui? Qu'est-ce que tu gardes de lui comme, j'ai envie de dire, souvenir après 2 ans passé à la tête de cette équipe du Cameroun? Enfin, je pense il a quand même qualifié le Cameroun pour la CAN et pour la Coupe du Monde. Après, moi, c'est ce que je retiens. Mais comme le football, c'est l'actualité et c'est basé sur les résultats, quand il n'y a pas de résultats, bah, il faut passer à autre chose. Est-ce que tu as le sentiment C'est- qu'il a c'est- fait progresser le Cameroun d'un point de vue technique? Ouah, moi, je suis pas là, mais je pense pas, hein. C'est ce que je vois, c'est ce que j'ai vu de l'extérieur. Non, pour moi, c'est non. Le Cameroun, euh, le Cameroun n'a pas, à aucun moment j'ai vu un Cameroun séduisant, développer quelque chose et j'ai pas vu. J'ai pas vu. Dernière question, ton regard sur cette rivalité qui existe au Cameroun entre Fabrice Ondoa d'un côté et André Onana de l'autre côté, qu'est-ce que tu en penses, toi? Tout à l'heure, je l'ai dit, le football, c'est l'actualité. Et l'actualité, c'est André. J'ai une relation avec Fabrice, mais ce débat ne devrait pas avoir lieu parce que ça n'aide personne. Hmm. Et ça décrédibilise le Cameroun, en fait. Hmm. Ça ne devrait jamais avoir lieu. On devrait parler d'un gardien qui défend les buts de Manchester United. Peu importe ce qui se passe, Ouais. il devrait jouer. Et qu'est-ce qu'on peut donc te souhaiter à toi pour l'avenir, pour sortir définitivement? Moi, honnêtement, que je sois en santé et que tout ce qui est administratif puisse se mettre en place. Sinon, moi, je ne vais pas lâcher. Je suis un footballeur, je reste en activité, je suis sous contrat. Hugo Bross allait me récupérer quand personne ne croyait plus en moi. Je suis revenu en sélection.
Donc, je pense que j'ai aussi la faculté là de revenir. Même si on veut m'enterrer, j'ai des objectifs encore à atteindre et je vais les atteindre. Ça, c'est sûr. Merci Fabrice Olinga de nous avoir accordé de ton temps et bonne chance pour la suite de ta carrière. On espère t'avoir dans les prochains mois, certainement avec un nouveau contrat dans un club encore plus important pour, n'est-ce pas, ta carrière. Merci encore et bonne soirée. Merci, bonne soirée, merci. Merci. C'était donc Fabrice Olinga qui est toujours joueur en activité, même si, comme il a dit lui-même, depuis quelque temps déjà, il a des petits soucis administratifs avec son club Botossani du côté de la Roumanie. Il y a deux experts qui n'ont pas parlé, qui ne lui ont pas posé de questions, Charles et Franck. Qu'est-ce qu'on retient de cet échange avec Fabrice Olinga? Ah, je pense que lui-même il a dit, hein, le football c'est l'actualité. Donc pour le moment, pour moi, il ne représente pas l'actualité. Voilà pourquoi je n'avais pas de questions à lui poser. Franck. Ouais, je vais pas ajouter grand-chose sur ce que Charles a dit. La seule question, je me demandais pourquoi est-ce qu'il joue pas depuis 3 mois. Il a Il a expliqué. répondu. Bon, déjà qu'avant ça, il joue pas beaucoup. Mm. Bon, écoute, on peut, comme il a demandé, on va lui souhaiter la santé. On espère que sa carrière va redécoller et que ça ira mieux pour la suite. Pour vous qui êtes très proche du monde du foot, je reste encore sur vous deux. Vous avez certainement connu Fabrice Olinga, le jeune joueur très talentueux, très prometteur. À quel niveau est-ce que ça a pu ne pas marcher pour qu'on ait un Olinga aujourd'hui qui n'a pas forcément tenu la promesse des fleurs? Bon, je me permets, s'il te plaît. Ok. Fabrice, moi, je le connais bien. On se connaît bien. Je sais un petit peu par quoi il est passé. Je suis content il a eu l'honnêteté de partager un petit peu son expérience avec nous, avec les internautes. Il a dit effectivement qu'il y a eu pas mal de soucis. Et il a dit qui est important et qu'il faut noter, c'est que les joueurs africains, très souvent, au moment de prendre les décisions, les parents ne sont pas impliqués. Du coup, ils se retrouvent vraiment comme du bétail. On en fait ce qu'on veut à un moment donné. Et comme très souvent aussi, on est un peu cupide et on est aussi un peu souvent complexé par entre guillemets le blanc. Ben aux sorties, ça nous donne ce qu'on peut on peut constater là. Charles. Bon, je pense qu'il a très bien résumé dans ses propos, hein. C'est une question de choix. Ouais. Parce que lorsqu'on est un jeune footballeur, on commence sa carrière, la priorité doit toujours être donnée au temps de jeu. C'est pour ça que le projet est toujours très important. Et malheureusement, comme Franck l'a dit, nos jeunes footballeurs africains très souvent sont mal conseillés et trop souvent on se retrouve à faire des choix uniquement dictés par les intérêts financiers. Très souvent même pas ceux des joueurs, mais ceux peut-être de ceux qui les conseillent. Et derrière, après, on se retrouve à avoir des joueurs qui ont souvent des belles marges de progression, mais qui, du fait qu'ils ne jouent pas, ou bien qu'ils jouent peu, se retrouvent à stagner. Et après, à un moment, donc, ils n'arrivent pas à avoir donc la plénitude de leurs moyens, ou bien atteindre le niveau qui leur a été prédestiné, parce que pendant que les autres ont joué, pendant que les autres ont gagné en expérience, en maturité, eux, ils n'ont pas eu cette chance-là et ça leur a pas permis donc de pouvoir donc continuer à développer leurs acquis et leurs compétences. Une question qui me vient à l'esprit comme ça pour vous, Charles, vous qui êtes quand même un responsable administratif de l'une des meilleures agences de management de football au Cameroun et même en Afrique subsaharienne. C'est quoi la priorité pour un agent dans la gestion de la carrière d'un joueur? C'est quoi l'élément sur lequel on se base le plus? Est-ce que c'est se dire que voilà, les intérêts financiers du garçon? Est-ce que c'est le temps de jeu? C'est quoi l'élément? C'est le projet, comme je l'ai dit. Le projet, c'est-à-dire être conscient des qualités et des défauts du joueur et de pouvoir donc, face à ça, trouver le projet qui va le mieux lui convenir en termes donc de style de jeu, en termes donc d'intérêt pour un club. Il y a des clubs qui vont arriver en voulant faire jouer les joueurs en réserve, il y en a d'autres qui vont vouloir les faire jouer en pro, il y en a qui vont leur donner du temps, il y en a qui vont leur donner moins de temps. Donc c'est le projet qui doit primer afin de permettre donc de réunir toutes les conditions, ou bien au moins le maximum de conditions pour pouvoir mettre le joueur face à la plénitude de ses moyens et lui permettre donc d'être dans un environnement
où il pourra se concentrer sur le football et pouvoir donc continuer à progresser, parce que très souvent c'est un tremplin entre le niveau ici qui est plus proche du niveau amateur et le niveau professionnel en termes d'exigence. Il y a beaucoup de choses qui changent, l'intensité, la nutrition, le climat, autant de choses qui font souvent que nos joueurs ne sont pas préparés à cela. Et autour de ça, il y a par exemple, je me souviens de l'exemple d'Adebayor qui disait, il y a une très forte pression autour des joueurs vis-à-vis des intérêts financiers qui font que ça ne permet pas donc à ces enfants souvent de pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes et pouvoir donc avoir la carrière qu'ils auraient pu mériter ou bien à laquelle ils auraient pu prétendre. On va pas prendre de transition, on va passer à la partie consacrée au débat.